Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2863 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 25 mars avec des anniversaires et tout d'abord le joueur anglais Jadon Sancho, il fête aujourd'hui ses 24 ans. Le joueur de Manchester United prêté actuellement du côté de Dortmund, normalement fin de saison il doit retourner du côté de Manchester, à part si les deux clubs réussissent à trouver un accord concernant une prolongation de prêt ou un transfert définitif, bref on verra. Donc bon anniversaire à Sancho, sinon à tous ces autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui comme l'arrière gauche de l'AS Roma. Leonardo Spinazzola, il fête aujourd'hui ses 31 ans. On continue, on va parler de tout ce qui s'est passé ce week-end. Bon là, il n'y a pas de championnat à parler, mais plutôt des équipes nationales. Et on va parler de ce France-Allemagne. C'est vrai que le match a eu lieu samedi soir. Mais bon, j'en ai pas parlé hier parce que je parle souvent des résultats le lundi. On va en parler bien sûr de ce match où l'équipe de France a été totalement dominée par l'Allemagne. L'Allemagne, les gars, a produit vraiment une très belle partie. La France, l'un des pires matchs de l'équipe de France depuis peut-être la finale de la Coupe du Monde. Si on prend en compte les 70 premières minutes de la rencontre, c'était une équipe de France totalement transparente. Et logiquement, l'Allemagne s'est imposée 1-0 grâce à Florian Wirtz, un buteur au bout de 7 secondes de jeu. Et Kai Havertz, un buteur juste après la mi-temps. Donc voilà, logiquement, l'Allemagne s'est imposée. Donc l'Allemagne a eu plus de possession de balle, plus de tirs cadrés que l'équipe de France. En gros, l'Allemagne a eu plus de tout par rapport aux Bleus qui ont très peu montré de choses. Seulement 2 tirs cadrés dans le match, c'est très peu. Et surtout 2 tirs cadrés en première mi-temps. Ce qui veut dire que les Bleus n'ont pas cadré la moindre frappe dans cette seconde période. Ça a été très compliqué pour l'équipe de France et panne de réveil parce que l'équipe de France a très mal démarré. Donc déjà, quand tu commences un match, au bout de 6 secondes de jeu, tu es déjà mené à 0. Ça sent pas bon la rencontre et c'est vrai que ça a dicté le match. L'équipe de France n'était pas du tout dans un match, même si c'était un match amical, ça restait un match pour préparer bien sûr l'Euro. Et l'équipe de France n'a rien montré, on peut dire. Et la une du journal L'équipe, donc c'était hier, un dimanche, au lendemain de cette défaite. Donc en gros, la grosse claque, à peu près, ils ont mis le journal L'équipe des mots en allemand, on peut dire. Donc pour le 150e match de Deschamps à la tête de l'équipe de France, les Bleus ont pris une leçon d'allemand. Mardi contre le Chili, ils devront rehausser leur niveau, parce qu'on en parlera après bien sûr du match contre le Chili après-demain, mais nous on parle, c'est demain plutôt, désolé, mais nous on revient bien sûr sur ce match où l'équipe de France n'a rien montré, et c'est vrai que l'équipe de France n'arrive pas contre l'Allemagne, donc sur ces 11 derniers matchs, l'équipe de France a perdu 2 matchs, les 2 contre l'Allemagne. Il y a eu un match, le match ce week-end, et il y a eu un match, c'était fin d'année dernière, c'était également un match amical, et l'Allemagne, les gars, sur ces 11 derniers matchs, seulement 3 victoires, dont 2 contre l'équipe de France. C'est fou, regardez, la France, les gars, ils ont les Pays-Bas, l'Irlande, Gibraltar, l'Écosse, Irlande. Mais quand c'est l'Allemagne, là, c'était le 13 septembre dernier. Et là, une défaite de 1 et une défaite de 0. Il n'y a que 2 rouges, c'est 2 défaites, sinon il n'y a que des victoires, un par un nul contre la Grèce. Il y a eu 2 partout. L'Allemagne, eux, c'est différent, regardez, eux, c'est l'inverse. Ils enchaînent que des défaites, ils ont gagné contre l'équipe de France là et contre l'équipe de France avant-hier. Des fois on se demande ce qui se passe, la Turquie, l'Autriche, la Colombie, la Pologne ou même la Belgique se sont tous imposés contre les Allemands ces derniers mois, à part bien sûr l'équipe de France. Et notre info aussi, 50% des buts encaissés par les Bleus depuis mars 2023 ont été inscrits par la Mannschaft, 4 sur 8, donc c'est vrai que l'équipe de France a pris 4 buts, donc 2 contre l'Allemagne là et 2 contre l'Allemagne là, ce qui fait 4 buts, donc sur les 8 buts qui sont pu prendre depuis un an, ils en ont pris 4 quand même contre les Allemands. Il y a un problème. Heureusement que c'est des matchs amicaux, on peut dire. Donc après, quand c'est un match officiel, là, bien sûr, il faut répondre présent. Toujours sur cette rencontre, donc on va essayer d'être positif. Donc la France n'avait plus perdu son premier match lors d'une année civile depuis 2018 contre la Colombie en 2018. Ça avait été une défaite 3-2. Ça a été également le premier match d'une année. Et cette année-là, l'équipe de France avait gagné la Coupe du Monde. Donc si on peut retenir seulement un point positif par rapport à cette défaite, c'est que la France a aussi mal démarré en 2018. Et il y avait eu bien sûr le titre mondial remporté quelques mois après. Lucas Hernandez, il a dit on n'a pas été bon dès le début. On n'est pas rentré dans notre match. C'est vrai, quand tu prends un but aussi vite, ça te perturbe. Le match, tu dois tout faire à 0. On a encore le match de mardi et les 2 matchs de préparation avant l'Euro. Il va falloir se remettre en route car l'Euro arrive très vite, bien évidemment. Et la même chose les gars pour Tchouaméni, donc on s'est fait surclasser dans tous les compartiments du jeu, donc on se doit de mieux faire individuellement, mais aussi collectivement. C'est une petite piqûre de rappel avant ce qui nous attend en juin à l'Euro. On a joué contre une très bonne équipe, il ne faut pas non plus tout jeter. On va regarder ce qui s'est passé à la vidéo et on va relever la tête mardi. Mardi, demain contre le Chili, mais hier ça a été... Avant-hier, ça n'a pas été un match très plaisant, bien sûr, des Bleus. Et Deschamps, en plus, c'était un cap un peu symbolique. C'était son 150e match. Il était entraîneur de l'équipe de France. Et du coup, si on fait le bilan, 97 victoires, 29 matchs nuls, 24 défaites, 319 buts marqués.
quand bien sûr l'équipe de France se joue sous Deschamps pour seulement 136 buts encaissés, donc le bilan est plutôt bon. Une Coupe du Monde remportée, une National League remportée, une finale également de Coupe du Monde perdue, et aussi l'Euro qui a été perdu en finale, mais bon voilà, le bilan est plutôt bon quand même pour Deschamps, il n'y a rien à dire malgré la défaite avant-hier contre l'Allemagne. Et Deschamps, les gars, il est revenu aussi par rapport à l'absence de Griezmann. C'est vrai que Griezmann, on sent qu'il a manqué quand même lors de cette rencontre. Antoine a un rôle essentiel, primordial, mais ce n'est pas une excuse. Je n'avais pas besoin de ce match-là pour me rendre compte de son importance et de son influence. C'est vrai qu'il a beaucoup manqué lors de cette rencontre. Mais voilà, il est forfait, il faut faire sans Griezmann. On a pu voir que sans Griezmann, ça a été très compliqué. Après, j'ai pas dit que si Griezmann aurait été là, que l'équipe de France aurait gagné le match. Mais bon, tu sens quand il n'est pas là qu'il manque un truc. Parce qu'il a été remplacé par Zaire Emery. Ça a été très léger, Zaire Emery, avant-hier. Et dans l'after live sur RMC, donc Daniel Riolo, que je parle souvent de lui, les gars. Donc lui, il milite pour qu'Antoine Griezmann récupère le brassard de capitaine aux dépens de Kylian Mbappé. On sait que Deschamps, il y a quelques mois, il avait dit Mbappé premier capitaine, Griezmann deuxième. Et voilà, Riolo, lui, il aimerait en gros que ça soit Griezmann le capitaine tout simplement de cette équipe de France. On va continuer bien sûr sur cette rencontre, on va parler de quelques joueurs comme Marcus Thuram. Marcus Thuram, c'est un gros point d'interrogation à l'Inter. Je vois de temps en temps ses performances. Avec Lautaro Martinez, ça marque tout ça, mais en équipe de France, c'est très très faible. Pas que sur le match avant-hier, même les derniers matchs. Je me souviens, il avait aussi joué un coup titulaire en attaque. Il a été fantomatique. Ça a été la même chose hier. Donc un match un match catastrophique de Marcus Thuram. C'est vrai qu'en équipe de France, on attend de retrouver un grand numéro 9 pour les années futures. Parce que Mbappé, si tu ne le mets pas en numéro 9, lui il préfère jouer lié gauche. Il manque un 9. Donc t'essayes, Giroud, il arrive en fin de carrière, il a fait une magnifique carrière. Mais là, la relève, il y a Marcus Thuram, il y a tous ces joueurs-là. Mais on n'a pas de vrai 9, on peut dire, du côté de l'équipe de France. Ça déçoit. Il y a Colomboigny aussi, qui est pas assez performant ces derniers temps. Donc c'est fou quand même, dans une équipe comme l'équipe de France, qui n'a pas un 9 vraiment qui sort du lot ces derniers mois. On va parler, on a parlé de Marcus Thuram, pas bon, pareil pour Jules Koundé, un défenseur droit. Pourtant avec le Barça, les derniers matchs contre Naples, tout ça, contre l'Atlético, il avait été exceptionnel, mais là avec l'équipe de France, défenseur droit, ça va pas. C'est pas ça matche pas. Bref, et en plus il est sorti touché à la cheville droite ce soir. Ça c'est un coup dur pour le Barça, parce que pas que le Barça a un match quand même important contre le Paris Saint-Germain dans 2 semaines et 2 jours exactement, ce sera mercredi soir. Et il est sorti sur blessure, donc il peut être forfait pour la rencontre de demain. Et les deux, tiens, que je vous ai parlé, donc Koundé et Marcus Thuram, regardez les notes qu'ils ont obtenues dans le journal L'équipe au lendemain du match. Donc c'était hier, une note de 3, donc 3 en gros ça équivaut à un mauvais match de la part des deux. Donc regardez toutes les notes. Donc Brice Samba, une note de 6 malgré qu'il a pris 2 buts. Bon, le premier but, il peut rien, c'est les défenseurs qui n'attaquent pas. Florian Wirtz, c'est le deuxième. Voilà, il n'y a plus rien non plus. Bon, Koundé 3, j'ai dit, donc Pavard 4, c'est aussi très faible. Upamecano 5, Lucas Hernandez c'est 4, Tchouaméni c'est 3, Rabiot c'est 3, Zaire Emery c'est 4, Mbappé c'est 4, Marcus Thuram c'est 3 et Ousmane Dembélé le seul à avoir plus de la moyenne avec Brice Samba 6, parce que Dembélé il a tenté, souvent bien sûr dans les tirs tout ça il s'est pas trop cadré, mais c'était le seul tu sentais où il pouvait se passer quelque chose, c'était avec Ousmane Dembélé. Sinon les autres, que ce soit même Mbappé, les gars, ça a déçu complètement lors de cette rencontre. Pourtant il y a quand même une belle équipe, mais en plus c'était à domicile tout ça, un beau test en face, une équipe allemande, et voilà, l'équipe de France, on peut prendre le mot flop, a floppé lors de cette rencontre. On va parler maintenant un peu de Kylian Mbappé, qui est quand même le capitaine, le joueur phare bien sûr des Bleus. Et Mbappé n'a toujours pas marqué face à l'Allemagne, c'est pas la première fois, il a déjà joué 3 ou 4 matchs contre l'Allemagne dans sa carrière, jamais il a marqué contre cette équipe, c'est une équipe qui n'arrive pas. Pourtant regardez sur la photo du haut là, duel avec Ter Stegen, qui en plus dans 2 semaines et 2 jours, nouveau duel, l'attaquant du PSG contre le gardien du Barça, et Ter Stegen a eu le dernier mot lors de cette action. Et Mbappé s'attend à un accueil hostile au Vélodrome mardi soir, donc hier sur Téléfoot, hier matin, donc il a dit: je sais bien que je ne suis pas en terre conquise là-bas, mais ce n'est pas grave, je n'ai pas de problème avec ça, parce que demain l'équipe de France joue contre le Chili au Vélodrome. Puis voilà, Mbappé avec le PSG, donc il y aura beaucoup de supporters de l'OM, on pense, qui seront pour soutenir au stade pour soutenir l'équipe de France, donc ils vont peut-être siffler Kylian, donc il sait qu'il sera pas en terrain conquis, on peut dire, du côté du Vélodrome. Même si c'est la sélection, je reste un joueur du PSG, donc je ne m'attends pas à ce qu'on me dresse le tapis rouge. Donc il va faire outre ça. N'oubliez pas qu'Mbappé se déplace au Vélodrome donc demain et dès dimanche, là dans ces jours, le PSG se déplace au Vélodrome. Donc voilà, 2 déplacements au Vélodrome là en l'espace de 5 jours pour Kylian Mbappé. Et toujours avec lui, donc par rapport à maintenant son futur, les gens connaîtront mon avenir avant l'Euro, assure Kylian Mbappé à Téléfoot. Donc maintenant on sait qu'il va quitter le PSG. Et il dit que normalement très prochainement on devrait savoir c'est quelle équipe, l'identité de son futur club. Donc, on se doute que ça doit être le Real Madrid, mais il le confirme en gros que tout sera fait avant l'Euro. Donc l'Euro exactement, ça commence le 14 juin prochain. Donc,
voilà, normalement on devrait savoir ça très prochainement concernant Kylian Mbappé. Et Tchouaméni, les gars, il a dit, hein, donc les Espagnols connaissent le genre qu'est Kylian Mbappé, mais quand ils verront vraiment quand ils le verront vraiment jouer tous les jours, hein, ils se rendront compte de la grandeur du joueur. Donc là, quasiment, on peut dire qu'il fait fuiter en gros que Kylian Mbappé va aller du côté du Real, parce que quand il emploie les mots les Espagnols, donc on pense les supporters, il a même pu dire les supporters du Real Madrid connaissent le joueur qui est Kylian Mbappé, tout ça. Donc voilà, quand il prend les Espagnols, c'est dire que certainement il va aller en Espagne et certainement du côté du Real Madrid. Et concernant, toujours avec Kylian Mbappé, mais cette fois-ci avec les chances de le voir aux Jeux Olympiques, hein, donc les chances de le voir participer aux JO, hein, en gros, voilà, maintenant c'est quasiment nul, hein. Donc le Français n'a pas trouvé de terrain d'entente avec le Real Madrid. Le Real Madrid, il y a à peu près 3 semaines, avait dit qu'ils ne voulaient pas que leurs joueurs jouent, enfin les joueurs qui jouaient l'Euro enchaîne avec les Jeux Olympiques, c'était pas possible. Donc Mbappé qui devrait aller du côté du Real, ce sera pas possible pour lui de jouer les Jeux Olympiques. Après, il peut jouer les JO, mais il devrait pas jouer l'Euro. Bien sûr, il jouera l'Euro avec Didier Deschamps. On continue, on va parler d'Olivier Giroud qui a commencé remplaçant lors de ce match. Il a été beaucoup réclamé par les supporters lyonnais, hein, pour rentrer. Donc il est rentré en jeu. Bon, il a eu une belle action en fin de match, mais ça n'a pas suffi. C'était quand même son 130e match, hein, du côté de l'équipe de France pour le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. N'oubliez pas qu'il est meilleur buteur devant Thierry Henry. Donc le troisième joueur le plus capé de l'histoire des Bleus, honore sa 130e sélection. Donc une légende bien sûr, hein, du côté des Bleus, Olivier Giroud. Toujours sur l'équipe de France, on va parler aussi de cette veste et du maillot, hein, parce que c'est la première fois qu'ils portaient bien sûr leur nouveau maillot qu'ils porteront pour l'Euro, et c'est magnifique, même la veste. Donc là déjà le maillot dessus et la veste aussi avec le col bleu blanc rouge. Sublime. Et j'avais dit que le coq allait être beaucoup plus gros qu'à l'époque, parce qu'à l'époque il était beaucoup plus petit. Là on peut voir comme qu'il est imposant bien sûr sur la poitrine de Rabiot. Donc c'est vrai que ce soit maillot ou veste, hein, pour moi je trouve que c'est magnifique. Toujours sur ce match, il y avait beaucoup de monde, hein, qu'on regardait. L'équipe de France floppée, hein, plus de 5,5 millions de personnes ont suivi le match à la télé. C'était sur TF1 je crois le match. Cela représente 30% de part d'audience selon Médiamétrie. Donc 30% c'est dire 3 Français sur 10 ont regardé comme le match de l'équipe de France. Donc ça c'est beaucoup quand même, c'est même énorme. Et bon, tout le monde c'est un petit peu fait chier, on peut dire entre guillemets, devant la prestation bien sûr des Bleus. Il y avait aussi une magnifique ambiance, hein, du côté du Groupama Stadium. Tout était réuni pour que ce soit une belle partie de football. Mais voilà, malheureusement au bout de 6 secondes de jeu, l'équipe de France on peut dire a très mal démarré. Puis après, ça a été la même chose pour la suite de la rencontre. Et du coup, pour le match de demain, il devra y avoir des changements. D'après le journal L'équipe, voici le 11 probable des Bleus face au Chili. Donc déjà, Mike Maignan devrait être le gardien. C'était Brice Samba, là, ça doit être Mike Maignan. Avec Jonathan Klaus qui devrait commencer défenseur droit avec Konaté ou Upamecano ou Saliba. Et Théo Hernandez, défenseur gauche. Donc Lucas, lui, devrait être sur le banc. Kamavinga, Tchouaméni, Fofana. Donc Tchouaméni avait commencé titulaire. Il devrait également commencer titulaire. Sinon, il y a beaucoup de changements, hein. Donc Kolo Muani pourrait être en attaque, ailier droit à la place de Dembélé, Giroud ou Thuram. Bon, je préfère Giroud parce que Marcus Thuram c'est quand même très faible, et Mbappé. Donc en gros, par rapport à ceux qui ont commencé titulaire lors du dernier match, seulement Tchouaméni et Mbappé pourraient commencer potentiellement titulaire, sinon tous les autres pourraient être remplacés. Et concernant Saliba, parce que c'est marqué Upamecano ou Saliba, et c'est vrai que, regardez, Kevin Diaz, qui est quelqu'un, un consultant sur l'After RMC, il a dit, je le dis, je le répète, William Saliba doit être, par sa capacité de relance et sa défense, titulaire indiscutable en équipe de France. Il n'a pas joué, hein, lors du match avant-hier. C'est que Saliba, quand on voit par exemple Pavard, hein, qui a commencé titulaire, ou je sais plus qui a commencé titulaire samedi, là, ça le fait pas. Donc Saliba, c'est peut-être actuellement le meilleur défenseur français, et on espère qu'il jouera demain. Et on espère même qu'il sera titulaire, hein, pour l'Euro dans quelques mois. On va parler maintenant de l'Allemagne, parce qu'on en a beaucoup parlé de l'équipe de France, mais voilà, l'équipe de France a perdu parce qu'en face, il y avait une très belle équipe allemande, et l'Allemagne a marqué un but après 7 secondes de jeu face aux Bleus. Florian Wirtz a ouvert le score à la 7e seconde face à la France, soit le but le plus rapide encaissé par les Bleus dans leur histoire. Jamais l'équipe de France avait pris un but aussitôt. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais c'est surtout que je me demande comment les défenseurs ne sont pas sortis sur Florian Wirtz. Il a eu le temps d'avancer 2 fois. Une première fois, il allait tirer, puis il s'est dit personne n'avance. Du coup, il a encore repoussé le ballon pour encore gagner des mètres. Et là, les défenseurs ne l'ont pas non plus attaqué. Puis, du coup, voilà, magnifique frappe, un barre rentrante, magnifique but bien sûr du joueur du Bayer Leverkusen. Donc Florian Wirtz, on parle souvent parce qu'il joue à Leverkusen, et Leverkusen fait une saison exceptionnelle. Il a seulement 20 ans, et voilà, même avant le match, hein, qu'il a pu faire samedi, on savait que c'était un excellent joueur bien sûr. Ce joueur allemand, félicitations à lui. Et pour son but, hein, le passeur D, c'est lui les gars, Toni Kroos. Ça faisait 3 ans depuis 2021 qu'il n'a pas joué avec l'Allemagne. Il revient, et directement 7 secondes après, 7 secondes de son retour, il fait déjà une passe D, parce que c'est lui qui fait le coup d'envoi, et c'est lui qui fait la passe D. Toni Kroos, incroyable, hein. Donc voilà, parfait. Enfin, le retour de Toni Kroos, on peut dire, a été parfait. Toni Kroos, les gars, il n'y avait pas de copain Real Madrid, hein. Regardez, hein, Toni Kroos, les gars, avec Tchouaméni, il lui a mis un gros tacle.
Voilà, bon, il l'a relevé après, mais voilà, c'était pas un match amical, on peut dire, hein, parce que lui, bien sûr, il rentrait avec de l'intensité, le joueur allemand. On va parler aussi de Jamal Musiala, quel joueur aussi, hein, donc il a délivré une passe D pour le deuxième but du match, hein, qui averse, où il fait le tour, vous savez, de Brice Samba pour la remettre en retrait, hein. Donc c'est Musiala, et c'est vrai que Musiala et Wirtz, hein, c'est que l'Allemagne, hein, pour l'instant, bon, dans les bookmakers anglais, ceux qui font les paris sportifs, c'est pas les favoris, mais voilà, quand on voit ce qu'ils ont fait avant-hier, c'est vrai que pour moi, ils ne sont pas encore non plus favoris. La France est plus favori, on va dire, que l'Allemagne. Mais attention, parce que c'est chez eux. Puis ils ont produit comme une très belle partie. Maintenant, il faudra voir ce qu'ils vont faire tout simplement lors des matchs officiels, lors des matchs importants. Parce qu'on sait que ces dernières années, hein, ils flottent quand même lors des matchs où il y a de l'importance. Cette Mannschaft, hein, mais c'est vrai qu'avec des joueurs comme Wirtz et Musiala, ils peuvent voir de bonnes futures années, on peut dire, hein, cette équipe allemande. Et Musiala tient sur son duo avec Wirtz. Hein, je me sens bien avec lui. En dehors du terrain, nous parlons beaucoup et nous regardons toujours où se trouve l'un de nous lorsque l'autre commence à dribbler. La connexion entre nous s'améliore encore à chaque match, hein, entre le joueur du Bayern Munich et le joueur du Bayer Leverkusen. Et Nagelsmann, le coach, donc lui, hein, très content bien sûr, hein, magnifique victoire, hein, il a dit on voulait vraiment prendre du plaisir sur le terrain, faire en sorte que tout le monde soit content. Je pense qu'on a vraiment bien réussi à faire cela. Oui, hein, on a bien travaillé notre pressing et on a marqué un but magnifique sur un coup de génie de Florian Wirtz en tout début de match, hein, ce but inscrit au bout de 7 secondes de jeu. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire sur ce France-Allemagne, hein, qui s'est déroulé avant-hier. Donc voilà, on va continuer avec d'autres belles rencontres, hein, comme l'Angleterre contre le Brésil. C'était également samedi soir, c'était 1 heure avant le coup d'envoi entre l'équipe de France et l'Allemagne. Et le Brésil s'est imposé 1-0 grâce à Hendrick, buteur à la 80e minute de jeu. Félicitations à la sélection brésilienne. J'ai un peu regardé le début de match, mais après j'ai regardé plutôt l'équipe de France, vu que le match a commencé 1 heure avant. Donc voilà, bon, ça a été un match serré. Regardez les tirs, hein. 16 tirs pour l'Angleterre, 14 pour le Brésil, 4 tirs cadrés pour les deux équipes. Ça aurait pu tourner côté anglais, ça a tourné côté brésilien. Donc on va parler surtout d'Hendrick, hein. Hendrick offre la victoire au Brésil parce que c'est lui qui marque. Bon, c'est Vini Junior, il fait un duel avec Pickford, puis Pickford la dévie, puis ça revient en plein dans les pieds d'Hendrick, mais il était là au bon endroit au bon moment, et du coup il la pousse au fond des filets. Et premier but pour lui, les gars, pour le jeune Hendrick. Déjà, c'est la première fois qu'il est convoqué en équipe première brésilienne. Voilà, premier match. Il rentre en cours de jeu et il marque quelques minutes après. Donc voilà, tu peux pas mieux démarrer. Et c'est vrai qu'Hendrick, les gars, 17 ans et 246 jours. N'oubliez pas que ce joueur arrivera au Real Madrid le 1er juillet prochain. Donc, elle est le plus jeune joueur à avoir marqué pour le Brésil depuis un certain Ronaldo R9 en 1994. Seulement 3 joueurs plus jeunes qu'Hendrick ont marqué, plus jeune que lui, hein, dans l'histoire de la sélection brésilienne. Donc il y a Ronaldo, j'ai dit, en 94, mais aussi Edu, donc Edu à droite là. Donc 16 ans et 306 jours. Et Pelé, le recordman, hein, lui, il a marqué son premier but avec le Brésil à 16 ans et 257 jours. Donc voilà, concernant bien sûr Hendrick, hein, parmi les légendes brésiliennes. Et Vini, les gars, concernant les débuts d'Hendrick avec la Seleção, c'est son rêve d'enfant qui se réalise, hein. Parce qu'Hendrick, là, depuis pas mal de mois, c'est quand même un rêve, hein, qui réalise. Donc déjà, il va signer. Enfin, il a signé au Real, il va rejoindre le club là dans quelques mois. Et maintenant, il joue avec l'équipe A brésilienne. Il marque son premier but. Tu ne peux pas faire mieux, tout simplement, pour le jeune Hendrick. Donc Vini a fait une très belle partie, Vini Junior, avec le maillot extérieur, hein, du Brésil, qui porteront lors de la Copa América. Et il y a les joueurs du Real Madrid, hein, qu'on puisse se retrouver. Donc Vini avec Bellingham et Rodrigo, bien sûr. Hein, Rodrigo aussi, joueur du Real Madrid, qui évolue du côté du Real Madrid. Donc quelques photos, les gars, tiens, avec Bellingham et bien sûr Vini Junior. Et voilà. On continue, tiens, toujours avec la sélection anglaise. On va parler aussi du jeune Kobe Menu, un jeune joueur de 18 ans. Lui aussi, il a connu ses premières minutes avec sa sélection anglaise. On a parlé d'Hendrick, hein, première fois qu'il a joué avec le Brésil A. Lui, c'est la même chose, hein, le jeune Kobe Menu qui joue tout le temps avec l'équipe espoir anglaise. Donc il a été appelé par Gareth Southgate et il est rentré en fin de rencontre. Il a remplacé Gallagher. Toujours sur cette rencontre, on va parler de pas mal de coups durs, hein, côté anglais. Donc Kyle Walker est sorti sur blessure lors du match amical entre l'Angleterre et le Brésil. Surtout, je pense à Manchester City, parce que là, l'Angleterre, c'est des matchs amicaux, donc c'est pas bien grave. Mais pour City, qui arrive dans le sprint final, il y a la Ligue des Champions, il y a la FA Cup où ils sont en demi-finale, il y a aussi la Première Ligue où ils sont 3e, ou même pratiquement au même niveau que Arsenal et Liverpool. Ça, c'est un gros coup dur de perdre leur défenseur droit. Donc regardez, hein, c'est touché derrière la cuisse, ça sent pas bon. Je sais pas si c'est musculaire, mais je pense plus que c'est musculaire, hein, ça touche la cuisse comme ça. Alors, on verra bien sûr, hein, concernant Kyle Walker. Il n'y a pas que lui, les gars, il y a aussi Harry Maguire et Sam Johnstone, hein. Donc les trois rentrent chacun dans leur club respectif. Ils sont forfaits pour le prochain match de la sélection anglaise après avoir contracté une blessure en sélection. James Trafford et Rico Lewis, hein, sont promus en sélection, hein. C'est deux jeunes joueurs qui étaient avec les espoirs, du coup montent avec l'équipe première pour remplacer les trois joueurs qui ont été blessés.
lors du match contre le Brésil. Et toujours tiens, avec cette sélection anglaise, surtout leur maillot, dont j'ai montré le maillot de l'équipe de France qui était magnifique, mais c'est vrai que la tenue blanc, short bleu et chaussettes blanches de la sélection anglaise est tout simplement aussi sublime. On continue avec l'Italie, l'Italie qui avait gagné le dernier Euro contre l'Angleterre, souvenez-vous, c'était en 2021, mais jeu contre l'Équateur, c'était leur dernier match, deuxième et dernier match de cette trêve. Ils ont gagné 2-0 les Italiens, donc 2 matchs, 2 victoires pour eux. Ils ont gagné le Venezuela 2-1 il y a quelques jours. Donc Pellegrini, buteur en tout début de match, et Barella, buteur en toute fin de match, 3e et 94e minute de jeu. Et du coup, l'Italie s'est imposée 2-0 lors de cette rencontre. Donc voilà, un match plutôt... le même tir, 7 tirs pour les deux équipes, mais plus de tirs cadrés côté italien. Donc le match s'est joué du côté de la Red Bull Arena, du côté de New York, parce que leurs 2 matchs, les Italiens sont partis les jouer, du côté des États-Unis. Et c'est vrai que l'Italie, les gars, revient en forme à quelques mois de l'Euro, mais pas qu'en plus c'est eux qui ont gagné le dernier Euro. Donc une seule défaite sur leurs 9 derniers matchs, c'était contre l'Angleterre, une défaite 3-1. Sinon il y a pas mal de victoires pour la sélection italienne. On va parler aussi d'autres rencontres. L'Irlande contre la Belgique 0-0. Donc voilà, c'était à Dublin ce match, donc il n'y a pas eu de but, pas grand chose à dire entre ces deux rencontres, entre ces deux équipes, désolé. Slovaquie contre l'Autriche, donc l'Autriche est imposée 2-0, mais on va parler d'un joueur, les gars, regardez, tout en haut à droite, Bokmeyer, donc buteur, elle a 1 minute de jeu, mais en gros, c'est même pas une minute, c'est au bout de 6 secondes de jeu, il a marqué encore plus rapidement que le but de Florian Wirtz, c'est fou. Donc le but de Wirtz face à la France en 7 secondes n'est même pas le but le plus rapide dans un match international, plutôt aujourd'hui. Donc ce joueur, Bogarner, a marqué pour l'Autriche en 6 secondes de jeu. Donc lui, il n'a pas fait, il n'y a plus de passe D, il a pris le ballon à l'engo, il est parti, il a dribblé 3-4 joueurs, il a tiré, il a marqué. Personne n'a réussi à lui prendre le ballon, et du coup voilà, il a marqué un but au bout de 6 secondes de jeu. Florian Wirtz, 7 secondes de jeu. C'est que 2 des buts les plus rapides de l'histoire du football international ont été inscrits avant-hier lors des matchs internationaux. Il y avait aussi la Croatie contre la Tunisie, ça s'est fini à 0-0 lors de cette rencontre. Bon, ça s'est joué au tir au but parce que c'est un petit tournoi qu'ils font là, donc la Croatie, Tunisie, 2 autres équipes. Donc voilà, c'est pour ça que ça s'est joué du coup au tir au but, et la Croatie s'est imposée 5-4. Il y avait aussi le Danemark contre la Suisse, rien à dire, 0-0. L'Uruguay qui joue contre le Pays Basque. Vous dites, mais Pays Basque, est-ce que c'est un pays? Non, c'est pas un pays, mais bon, c'était en gros, voilà, pour parler des Basques. Donc les Basques ne sont toujours pas une équipe nationale. Donc il y a l'Espagne, voilà, c'est le Pays Basque, on peut dire, mais pleinement reconnu. C'est pas bien sûr un pays, pleinement reconnu, malgré plusieurs demandes et plusieurs bons joueurs Liga, notamment alignés ce soir. Donc il s'agit donc d'une représentation tolérée, dont les matchs doivent être toujours expressément autorisés par la Fédération espagnole de football. Il faut qu'en gros la Fédé espagnole donne son oui pour que le Pays Basque joue un match, parce que normalement le Pays Basque c'est en Espagne. Donc voilà, vu que l'Espagne a dit oui, vous pouvez jouer un match, donc c'est pour ça qu'ils ont organisé un match avec des joueurs basques contre l'Uruguay. Du coup ça s'est fini partout. Ça s'est joué du côté de San Sébastien, le stade de la Real Sociedad. Il y avait aussi la Côte d'Ivoire contre le Bénin, c'était du côté de Amiens cette rencontre, et ça s'est fini à 2 partout. C'était le premier match de la Côte d'Ivoire depuis la victoire bien sûr en Coupe d'Afrique des Nations il y a quelques semaines. Donc Diakité et Gradel ont été les 2 buteurs côté ivoirien. Donc voici les stades. La Côte d'Ivoire a plutôt dominé, aurait même peut-être mérité la victoire. Et on va parler d'un buteur, c'est Max-Alain Gradel, buteur à la 29e minute de jeu. Et Gradel vient peut-être d'inscrire le dernier but de sa carrière avec la Côte d'Ivoire. Il prendra sa retraite internationale après la trêve. Donc là, il lui reste encore un match. Il y a 2 matchs pour la Côte d'Ivoire. Demain, les gars, il jouera son dernier match. Puis après, ça sera fini. Il prend sa retraite. Donc la boucle est bouclée pour le joueur de la meilleure des manières. Donc l'ailier gauche ivoirien, un bel héritage au sein de la sélection. Donc 112 sélections, 17 buts, vainqueur de la CAN 2015 et vainqueur de la CAN 2023. Il y a quelques semaines. Donc voilà, demain ça sera son dernier match avec la Côte d'Ivoire, parce qu'il avait dit de toute façon avant la trêve qu'il allait prendre sa retraite après ces deux rencontres. On va parler aussi de Saint-Marin, donc l'équipe la plus nulle, parce qu'ils sont 210e sur 210 équipes au classement FIFA. Ils jouaient contre cette équipe. Vous avez perdu 3-1 il y a quelques jours, donc là c'était notre match, donc pareil, c'était à Saint-Marin, donc cette fois-ci 0-0. Ils ont obtenu tout simplement leur 10e match nul de leur histoire. Voilà, pour cette équipe où ça fait plus de 20 ans qu'ils n'ont pas gagné le match, 0-0, ils étaient proches de gagner, parce que je sais pas, tu marques un but à la 90e minute de jeu. Tu gagnes le match, et ça faisait 20 ans qu'ils n'avaient pas gagné le match. Bon, ils n'ont pas gagné, mais ils n'ont pas perdu. Cette équipe qui enchaîne beaucoup de L, beaucoup de lose, mais il y a quelques D, c'est quelques matchs nuls de leur part. Et pour eux, bien sûr, faire un match nul, c'est un exploit. On va parler aussi du Canada. Donc officiel, hier, le Canada s'est qualifié pour la première Copa América, une première dans son histoire, parce que la Copa América, en gros, va... Normalement, c'est avec les pays sud-américains. Donc le Canada, c'est un pays nord-américain, on est d'accord. Mais là, la prochaine Copa América, déjà, les États-Unis qui jouent.
Normalement, ils sont jamais là, vu que c'est des pays sud-américains. Et il y a aussi le Canada qui s'est qualifié parce qu'il jouait un match, c'était un match de barrage contre Trinité et Tobago. Et du coup, c'est le Canada qui s'est imposé. Du coup, le Canada et les États-Unis, deux pays nord-américains, joueront la prochaine Copa América. Et c'est officiel. Et du coup, voilà, le Canada se qualifie. Et ils seront dans le groupe avec l'Argentine, le Pérou, le Chili et le Canada. Voilà pour cette Copa América. Et du coup, maintenant, on connaît les 4 poules parce qu'on attendait seulement le dernière équipe qualifiée, donc soit je l'ai dit le Canada, soit le Trinity et Tobago. Donc groupe A, donc avec l'Argentine. Groupe B, ça sera avec le Mexique, l'Équateur, Venezuela, Jamaïque. Groupe C, donc les États-Unis, pays organisateurs, l'Uruguay, Panama et Bolivie. Et le groupe D, Brésil, Colombie, Paraguay et Costa Rica. Donc voilà, concernant bien sûr cette compétition qui se tient du 21 juin au 15 juillet prochain. On parlera bien évidemment de cette compète où l'Argentine est bien sûr l'équipe tenante du titre. Donc voilà, maintenant qu'on a bien sûr toutes les équipes qualifiées. On continue, tiens, toujours sur le continent nord-américain et les États-Unis contre le Mexique parce que c'était la finale de la Ligue des Nations, c'était la nuit dernière et les États-Unis se sont imposés 2-0 contre les Mexicains. Donc il y a Rina qui a été buteur à la 63e minute de jeu, mais Tyler Adams, les gars, à la 45e sur une passe D de McKinney, un but sublime. Bon, j'ai pas vu le match, mais j'ai vu le but. Il a frappé 30 mètres et une frappe magnifique qui est partie en pleine lucarne. Donc voilà, 2-0 pour les Américains. Donc les Mexicains, bon, ils ont eu pas mal de jaunes, mais n'ont pas gagné, n'ont pas réussi à marquer lors de cette rencontre. Donc félicitations à cette équipe américaine. Et les États-Unis, ça fait 3e fois d'affilée qu'ils remportent cette Ligue des Nations en 2020, en 2023, en 2024. Voilà, 3 sur 3, enfin sur les 3 dernières saisons, ils ont gagné bien sûr ces 3 coupes de la National League. Donc souvent contre en plus les Mexicains parce que ça reste comme les 2 grosses équipes, le Mexique et bien sûr les États-Unis. Et ça, regardez, les États-Unis, c'est la bête noire, on peut dire, des Mexicains. Sur leurs 7 derniers matchs, il y a eu 2 nuls, mais il y a eu quand même 5 victoires des États-Unis sur le Mexique. Félicitations à eux. Donc le meilleur joueur de cette CONCACAF, vu que c'est fini, là c'était la finale la nuit dernière, donc c'est Joe Reyna. Le joueur, je crois qu'il joue actuellement à Dortmund, il a été buteur en plus lors de la rencontre. Donc regardez, buteur contre le Mexico et en demi-finale contre la Jamaïque, il avait fait 2 passes D. Donc voilà, félicitations bien sûr à lui, meilleur joueur de cette compétition. Et concernant l'équipe qui finit 3e, parce qu'il y a le match de la petite place, donc entre le Jamaïque et le Panama, c'est le Jamaïque qui finit à la 3e position. Ils se sont imposés 1-0 contre le Panama. La nuit, c'était à 23h hier, le coup d'envoi. On continue, on va parler aussi du FC Barcelone féminin qui joue contre le Real Madrid. C'est le classico dans le football féminin. Là, il n'y a pas de match. Depuis pas mal de mois, même pas mal d'années, il n'y a pas de match. À chaque fois, le Barça est au-dessus du Real Madrid. Donc les joueuses du Barça sont imposées 3-0 du côté du Real Madrid féminin. Et le Barça reste sur 16 victoires d'affilée sur le Real Madrid. Le Real Madrid, 0 victoire, même pas un nul. 16 défaites d'affilée du Real sur le Barça. Le Barça, c'est 64 buts inscrits sur les 16 derniers matchs. Le Real Madrid, c'est seulement 7 buts inscrits. Donc voilà, dominant. Enfin, elles sont totalement dominatrices de ce classico à chaque fois. Les joueuses du FC Barcelone. On continue les gars. Donc ce week-end, vu qu'il n'y avait pas de match de championnat, il y avait aussi des matchs avec des légendes. Et on va parler de ce coach Eriksson, atteint d'un cancer, a réalisé son rêve en dirigeant un match des Reds à Anfield parce qu'il a un cancer en phase terminale, donc très critique. Et en gros, lui, il avait un rêve, c'est d'entraîner un jour l'équipe de Liverpool. Et ça s'est réalisé ce week-end. Donc Eriksson, sur son match dirigé avec d'anciennes gloires de Liverpool, a dit: ça sera un souvenir énorme dans ma vie, absolument magnifique. J'ai pleuré, c'était magnifique. Être assis sur le banc de Liverpool a été le rêve de toute ma vie et c'est arrivé. C'était une belle journée dans tous les sens du terme parce qu'il y avait un match entre les légendes de Liverpool et les légendes de l'Ajax Amsterdam. Donc déjà côté Liverpool, il y avait Steven Gerrard, Fernando Torres qui sont des légendes bien sûr, du côté des Reds, regardez les deux à l'époque. Et bon, une photo là qui date de ce week-end bien sûr, ils ont pu jouer. Regardez Torres, il a même été buteur. Torres maintenant il entraîne les U19 de l'Atlético Madrid, pour savoir si vous voulez savoir ce qu'il fait actuellement. Donc voilà, il y a du bon monde bien sûr, avec Gerrard, avec Djibril Cissé. Il y a Cissé qui a joué à l'OM, il a joué un peu partout, il a joué à la GOCR bien sûr, mais il jouait à l'époque du côté de Liverpool, il était présent pour ce match. Des légendes, il y avait Van der Vaart côté Ajax, il y avait Sperring, je ne connais pas trop ce genre de Liverpool à l'époque. Donc voilà, du bon monde, même Edgar Davids, avec la particularité qu'il portait tout le temps des lunettes de soleil. Et il y avait aussi les légendes du Real Madrid contre les légendes de Porto. Ça s'est fini 1-0 pour Porto. Voilà, les légendes de Porto ont gagné 1-0 du côté du Bernabeu. Et regardez comme cette équipe de 11 de légendes du côté du Real. Il y avait Zidane, il y avait Sidor, Figo, Carambeu ou même Roberto Carlos. Donc regardez, ça fait
ça fait plaisir de revoir Zidane déjà sur une pelouse jouer et avec le maillot du Real Madrid, un magnifique lors de cette rencontre. Donc c'était bien sûr un match caritatif pour récupérer des fonds, donc de l'argent pour une association. Donc voilà, magnifique rencontre qui s'est déroulée, c'était samedi après-midi. On continue, on va parler de Ismaïla Sarr, souffre d'une blessure aux ischio-jambiers et est forfait pour OM PSG le 31 mars prochain, donc dans 6 jours, le week-end prochain, c'est fini la trêve. Donc reprise des championnats et dimanche, il y a Marseille PSG, il devrait être il est forfait. L'international sénégalais devrait être éloigné des terrains pendant plusieurs semaines, donc il pourrait même louper aussi le match contre le Benfica, le quart de finale. Allez, peut-être même retour, on verra. Donc ça, c'est un coup dur quand même pour l'équipe de Marseille. Lui aussi, les gars, il est forfait pour le match contre l'OM. Dimanche prochain, c'est Marquinhos qui devrait être forfait pour le classique face à l'OM. Le week-end prochain, le Brésilien est encore touché à un tendon d'Achille et ça fait pas mal de temps. Il a déjà été forfait là pour les 2 matchs de la sélection brésilienne. Il avait été forfait. Savez-vous, les forfaits depuis le match contre la Real Sociedad. Il y a pas mal de temps quand même, Marquinhos. Et en gros, pas là pour le match dimanche. Peut-être pas là aussi pour le match contre l'équipe de Rennes, parce qu'après il y a Rennes en Coupe de France, il y a surtout le Barça dans 2 semaines et 2 jours. Pour l'instant il est incertain, parce que ça fait déjà au moins 3 semaines qu'il n'est pas là. On verra donc au PSG, bien sûr ils espèrent qu'il soit disponible pour le quart de finale aller face au FC Barcelone. Lui aussi ça a un coup dur également pour le PSG, et on savait, parce qu'il s'était touché derrière la cuisse lors du dernier match de l'équipe de France Espoir, et Bradley Barcola est forfait pour affronter l'OM dimanche prochain, il sera pas là. Puis Rennes en Coupe de France, il ne sera pas là non plus. Sa présence pour le match aller face au FC Barcelone est également très incertaine, un peu comme Marquinhos. La durée de son indisponibilité est estimée à une dizaine de jours. Donc bon, si c'est une dizaine de jours, il devrait être là pour le Barça, mais bon, on ne sait jamais, parce que des fois ça peut prendre un peu plus de temps que prévu. Donc voilà, concernant Bradley Barcola, on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. En fin de contrat cet été avec le PSG, un Kurzawa qui touche quand même 500 000 € par mois en salaire, parce que la semaine dernière, le journal de l'équipe a dévoilé tous les salaires des joueurs de Ligue 1. Bref, donc il est en fin de contrat en fin de saison, donc bien sûr le PSG ne va pas le prolonger, il va quitter Paris libre. Il intéresse plusieurs clubs espagnols, dont le Betis Séville, vraiment qui a déjà démarré des discussions avec l'agent de Kurzawa pour une arrivée libre dès l'été prochain. Mais pas Kurzawa, il est encore jeune, il a 31 ans, donc il peut encore potentiellement jouer pas mal d'années de football après avoir touché d'énormes salaires du côté du PSG. Donc voilà, il pourrait enfin refouler des pelouses. Donc son agent, il a dit, donc des clubs espagnols sont intéressés, dont l'équipe de Betis et aussi l'équipe de Retafe qui était intéressée, parce que j'avais vu cette équipe-là sur Kurzawa. Donc je suis toujours convaincu que Kurzawa est un joueur de top niveau. On verra. Maintenant à lui de rejouer, bien sûr, pour voir si c'est encore un joueur de top niveau. Nagelsmann tient devant le derby OL-AS Saint-Etienne en U17, c'était hier. Donc Nagelsmann qui était à Lyon un samedi soir avec son équipe de l'Allemagne qui s'est imposé contre l'équipe de France. Donc le lendemain, il était encore à Lyon. Puis il est parti assister parce que dimanche matin, hier matin, il y a un derby entre Lyon et Saint-Etienne et il était là. On peut voir Nagelsmann pour regarder cette rencontre. Et il y avait aussi John Textor, les gars, le propriétaire de l'équipe de Lyon, avec les supporters lyonnais pour le derby OL-AS Saint-Etienne en U17. Donc un président proche de ses supporters. On peut voir, voilà, qui était bien présent. Il a même mis un petit message sur ses réseaux sociaux. Donc c'est le derby avec John Textor. Des nouvelles de José Mourinho depuis qu'il a été viré. Ça fait au moins 1 mois et demi, 2 mois qu'il a été viré par l'AS Roma. Et présent au Grand Prix de moto de Portimao. Donc c'est du côté du Portugal. Mourinho, c'est quelqu'un qui lui a posé une question. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que là ça fait 2 mois que vous n'avez pas de club. Donc il a dit: je n'ai pas de club, je suis libre, mais je veux travailler dès l'été prochain. Le football est ma vie, je peux entraîner n'importe où. Donc en gros là, bon, il ne va pas certainement prendre une équipe là, au mois de mars, au mois d'avril, alors que la fin de saison est dans moins de 2 mois. Donc il va attendre bien sûr la fin de saison. Et dès l'intersaison, donc on va dire l'été prochain, il regardera, il aura je pense plusieurs projets. Et il va en choisir un. Il a dit, voilà, l'été prochain, il va prendre une nouvelle équipe et il peut entraîner n'importe où. Ça peut être en Europe, ça peut être en Arabie Saoudite, ça peut être aux États-Unis, il peut entraîner partout. Voilà, peu importe. Pour José Mourinho. Tiens, en parlant d'un autre Portugais, on va parler d'André Villas-Boas, l'ancien coach de l'OM, prépare les présidentielles du FC Porto. Elles auront lieu le 27 avril prochain, dans à peu près 1 mois et 2 jours. Et en gros, lui souhaite devenir le président de l'équipe de Porto. Donc voilà, pour l'instant, il est en train de tout faire les documents pour présenter, on va dire, sa candidature. Officiel, Amine Gouiri quitte le stage de l'équipe nationale d'Algérie en raison d'un empêchement familial. On ne sait pas trop ce qu'il a eu, mais voilà, il quitte, il ne jouera pas le prochain match de l'Algérie qui est prévu, soit aujourd'hui ou demain, je ne sais pas encore le programme. Alexis Sanchez est de retour à Marseille parce que le Chili, dont joue bien sûr Alexis Sanchez, joue demain au Vélodrome contre bien sûr l'équipe de France, et Sanchez qui est le joueur phare bien sûr du Chili, donc il revient du côté du Vélodrome.
un stade où il a souvent évolué, bien sûr, la saison dernière, vu qu'il jouait à l'OM. C'est toujours du côté de l'OM, le rappeur Marseille Jul a rendu visite aux féminines de l'Olympique de Marseille. Il se débrouille plutôt bien, donc c'est sur le TikTok de l'OM, vous pouvez le voir, Jul, bien sûr, qui a fait quelques gestes techniques. Donc concernant les filles de l'OM, elles sont deuxième, elles sont deuxième division du championnat français. Elles ont perdu 3-2, j'ai pu voir là, ce week-end contre le FC Nantes. Ferland Mendy et Mouktar Diakabi au point B. Donc point B, c'est une restauration rapide. On peut voir voilà, le défenseur, bien sûr, gauche du Real avec Diakabi qui a été opéré. Regardez, il a un attel là. Diakabi est autour de sa jambe droite parce qu'il avait été blessé, on se souvient, lors du dernier match entre Valence et le Real Madrid. Les supporters lillois lancent les hostilités pour le derby du Nord. C'est le week-end qui arrive. C'est Lille contre Lens, donc voilà, c'est toujours un match très chaud, bien sûr. Donc un groupe de supporters lillois est allé installer une banderole Allez Lille sur un terril à proximité de Lens, une action qui lance les hostilités à une semaine du derby. Donc voilà, c'est sur une montagne et on peut voir un petit truc blanc au-dessus. Si on zoome en gros, voilà, c'est ça, Allez Lille. Donc voilà, le match est lancé, bien sûr, entre ces deux équipes. En plus, c'est un match où ils sont quasiment au même niveau, un match quasiment pour une place en Ligue des Champions. Donc voilà, c'est bien sûr le derby du Nord. Et on finit aujourd'hui, c'est la dernière photo. Donc les tunnels de l'Estadio Caliente au club Tijuana sont absolument magnifiques. Regardez, c'est un stade du côté du Mexique. Et regardez, quand tu rentres, voilà, c'est tout simplement sublime. Regardez, avant de rentrer sur la pelouse. Donc c'est très joli. Voilà. On va finir avec ça aujourd'hui. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout à l'heure. On est lundi. Tout à l'heure, il y a l'After Zap Image, les gars, qui va sortir, je pense, vers 15h. Sur ma chaîne secondaire, parce que j'ai aussi pas mal d'autres infos à vous donner. Donc voilà, sur cette chaîne, on se retrouve nous, bien sûr, demain matin pour la prochaine vidéo. Bonne journée à vous et à plus tard.